Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 sur RTI1. Démarrons ce temps d'information en Suisse où exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. Le thème qui réunit plusieurs parlementaires à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève. Occasion pour Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, de mettre l'accent sur l'importance de ces enjeux. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo, envoyés spéciaux à Genève. Genève, en Suisse, sur les bords du lac Léman, s'ouvre ce 14 octobre la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, UIP. Des milliers de participants se concentrent sur des thèmes essentiels liés à l'avenir pacifique et durable de la planète, avec un accent particulier porté sur l'innovation scientifique et technologique, sous une température de 14 degrés. Les discussions réunissent des délégués du monde entier venus représenter divers parlements et organes statutaires de l'UIP, notamment le conseil directeur, les commissions et forums. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, dans son discours, a souligné l'importance pour les parlements d'adopter des technologies avancées afin de faire face aux défis globaux. Il a mis en avant l'exemple de son pays en matière d'utilisation responsable de la science et de l'intelligence artificielle pour renforcer la coopération internationale et promouvoir la stabilité mondiale. Pour nous, Africains, qui disposons d'une jeunesse, d'une population très jeune, cette révolution technologique doit être utilisée dans certains secteurs vitaux au niveau de nos États. C'est pourquoi mon pays, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est engagé à mettre l'innovation et la technologie au cœur de sa politique de développement dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. C'est aussi pour cela que nous avons engagé la politique de formation de la jeunesse, parce que cette nouvelle technologie a besoin d'une population bien formée. Le président de l'Assemblée nationale a également plaidé pour l'élaboration de lois protectrices, notamment en matière de protection des données personnelles et de lutte contre la cybercriminalité. Il urge de mettre au centre de cette avancée technologique l'humain, en donnant in fine une conscience à la science, en l'humanisant. C'est pourquoi je crois fermement que tous ces progrès technologiques doivent être encadrés. Cet encadrement passe par l'élaboration de législations qui garantissent l'équilibre entre les innovations scientifiques et la préservation des valeurs et des droits humains. À cet effet, la protection de la vie privée, l'éthique dans l'utilisation des données, la lutte contre les inégalités numériques sont autant de responsabilités que nous, parlementaires, devons mettre au cœur de nos actions. En parallèle des travaux de l'Assemblée, des rencontres bilatérales ont eu lieu, notamment entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son Excellence M. Sakra Gobash Al-Mari, président du Conseil fédéral des Émirats arabes unis, pour discuter des tensions au Moyen-Orient. Avec plus de 1000 participants attendus, les travaux de cette assemblée se poursuivront jusqu'au 18 octobre prochain. En Côte d'Ivoire, pour la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, la présidente du Sénat, Kandia Camara, était à Yamoussoukro. Organisée par l'ONG Voix des filles et placée sous le haut patronage de l'UNESCO, cette célébration a été marquée par plusieurs échanges. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant représentait la première dame Dominique Ouattara. Le reportage de Kader Sogodogo. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille. Marraine de l'édition 2024, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisuko Camara. Une célébration marquée par des échanges sur diverses thématiques, notamment les enjeux de l'éducation des filles, la prévention et la gestion des grossesses précoces et le soutien des familles et de la société à l'essor des filles. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nancédé Batouré, qui représentait à cette célébration la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, revient sur les efforts du gouvernement
en faveur des filles. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir en 2011, a placé l'éducation de la jeune fille au cœur de sa priorité. Le gouvernement travaille sans relâche pour garantir que chaque fille ait accès à une éducation de qualité, qu'elle puisse grandir en bonne santé, à l'abri de toute forme de violence et de discrimination. Les filles pourront compter sur le soutien sans faille de leur marraine. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire apportera toujours son soutien au gouvernement, aussi bien dans la mise en œuvre de sa mission de législation que de celle du contrôle de l'action gouvernementale pour plus de justice, d'égalité et d'équité, afin de garantir à la jeune fille son droit à l'éducation, à la protection et à la sauvegarde de son intégrité physique et morale. La Journée internationale des filles a pour objectif de lutter pour la protection des droits des petites filles et des adolescentes confrontées à des difficultés spécifiques liées à leurs conditions d'enfants et de personnes de sexe féminin. Cette cérémonie a été organisée par l'ONG Voix des filles et placée sous le haut patronage de l'UNESCO. Instaurée depuis 2022, la nouvelle trêve sociale entre le gouvernement ivoirien et les syndicats des travailleurs court jusqu'en 2027. Cela va permettre au gouvernement d'œuvrer au bien-être des travailleurs, notamment les enseignants. Après 2 années d'existence, qu'est-ce que les enseignants ont véritablement gagné à travers ce dialogue social? Élément de réponse dans ce reportage signé Serge Collia. C'est en 2022 que le gouvernement renouvelle la trêve sociale avec les organisations syndicales pour une durée de 5 ans. Dans cette nouvelle dynamique du dialogue social, les syndicats s'engagent à permettre la mise en œuvre du programme social du gouvernement. À son tour, le gouvernement prend l'engagement de poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État, au nombre desquels les agents du secteur éducation-formation qui représentent plus de 60% de l'effectif. Les avantages de cette trêve ne se font pas attendre. Le 6 août 2022, le chef de l'État annonce la prime exceptionnelle, dite prime ado. Sur le front social totalement calme, les enseignants continuent de glaner des acquis. À partir de la rentrée scolaire 2024-2025, les directeurs d'école recouvrent leur droit de participation à la vie syndicale et les cours de mercredi sont supprimés. Au niveau de l'enseignement préscolaire et primaire, il y a un réaménagement de l'emploi du temps hebdomadaire. Les cours se dérouleront le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Nous sommes des enseignants, des syndicalistes très heureux, très satisfaits, parce que Madame la ministre vient de prendre des décisions très importantes. Avant cette réunion de rentrée, déjà elle avait pris un arrêté suspendant l'interdiction de participation des directeurs d'école à l'activité syndicale. Bon, ça c'était super. Et puis nous arrivons ici, aujourd'hui, à cette réunion de rentrée. Elle ferme la bouche à tout le monde. Les cours de mercredi sont annulés. C'est super. Comme quoi, tout peut s'acquérir dans le dialogue et la négociation. En matière de discussion, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut venir écouter les supérieurs. Parce que c'est par eux, c'est par là que viendra la solution à nos préoccupations. Je voulais vous rassurer, le MIDD n'est pas en grève. Faites confiance à Madame la ministre et faites confiance à votre structure syndicale et faites confiance à votre leader qui est véritablement engagé pour que vous ayez la prime sans qu'on ait à manifester des états d'humeur. Au vu des avantages du dialogue, la ministre Mariatou Kone appelle les syndicats à surseoir à leur grève prévue à partir de ce mardi 15 octobre. Elle les invite à regagner la table de négociation. Direction la région du Tonkpi à l'université polytechnique de Mans. Érigé en 2015, ce temple du savoir assure à ce jour la formation de plus de 1000 cadres dans le domaine scientifique et technique.
Avec un taux d'insertion de 80%, l'Université polytechnique de Mans opte depuis des années pour un environnement estudiantin sans syndicat, une vie associative réglementée. Le constat de Jean-Marc Dadji dans le Tonpi. Université polytechnique de Mans, jour de cours magistraux. Ce matin, un calme olympien règne sur cet espace de 332 hectares alloué à cet établissement public administratif d'enseignement supérieur et de recherche. À l'intérieur, 3 bâtiments excentrés aux amphithéâtres. C'est la cité universitaire. Là sont logés plus de 500 pensionnaires avec une vie estudiantine particulière. Ici, l'excellence conditionne l'entrée dans cette résidence selon le Centre régional des œuvres universitaires de Mans. Le premier critère, c'est l'excellence. Il faut d'abord être admis en année supérieure pour pouvoir rester. Au sein de l'université de Mans, il n'existe pas de syndicats. Les pochettes sont mises à la disposition des étudiants par l'agent comptable. Et l'agent comptable, après donc, nous fait un point et les dossiers sont déposés à nos services. Une équipe constituée de monsieur le sous-directeur et toute son équipe, tous ces agents, dépouillent véritablement, fait un travail préliminaire avant de soumettre cela à la commission d'hébergement qui va venir valider. Il faut dire qu'on ne peut pas octroyer des chambres à un étudiant qui n'est pas inscrit régulièrement à l'université de Mans. Au deuxième étage du premier bâtiment de cette cité, loge Ulrich. Majeur de sa promotion, il doit rejoindre son unité de formation et de recherche. Délégué général des étudiants, Ulrich est l'unique intermédiaire entre ses camarades et la hiérarchie, selon les règles de l'université de Mans. Bonjour. Vous allez pas? Ça va? Ça va. Ah, Dieu merci. Bon, excusez-moi pour le dérangement. Non, c'est pas. Ok, nous sommes venus ce matin à vous voir parce que moi et ma soeur étudiante, nous avons un souci. Après le cours de mathématiques, je n'arrivais pas à bien assimiler le cours. Donc je suis venu le voir s'il pouvait vraiment avoir un temps libre pour que je puisse passer le voir, s'il pouvait m'aider un peu avec quelques explications. Parce que c'est eux nos dévotiers, ils sont beaucoup plus formés par rapport à nous. Nous sommes en licence 2, donc eux, ce sont des dévotiers. On peut poser des questions, des préoccupations de notre vie scolaire. Après une dizaine de minutes d'échange, ils repartent satisfaits dans leur salle de cours. Il y a des personnes qui viennent me voir sûrement lorsque ils ont des problèmes au niveau de leur chambre. Parfois, il peut y avoir des soucis d'électricité, des ampoules qui sont défaillantes. Je dirais que chaque jour, déjà, la tâche d'un délégué, c'est d'être à l'école à 7h45, attendre jusqu'à 7h50 pour faire l'appel, pour que de 7h50 à 8h, on puisse attendre le professeur dans la sagesse, dans la discipline. Il n'y a jamais eu de cas de violence ici à l'Université de Mans. Tout se résout toujours dans la paix, dans, je dirais, la négociation. À la mi-journée, le conseil des étudiants de l'Université de Mans se réunit. Cette session regroupe plus d'une vingtaine de délégués d'amphithéâtres, de salles de travaux pratiques et dirigées. Les préoccupations des étudiants des 3 UFR, écoles et classes préparatoires, sont à l'ordre du jour. On est tous amis, mais dans la main, on travaille ensemble. Avec nos délégués, tout se passe bien. La preuve est que les élèves de la 2e année ont des entretiens avec nous, par exemple, entre midi et 2, pour nous expliquer un peu comment l'école fonctionne. L'amélioration des conditions de vie et d'études des 3075 étudiants est l'une des priorités de l'administration. Soucieux, le professeur Lassina Koulibaly, président de l'Université de Mans, multiplie les activités. Réunions et échanges demeurent sa stratégie. Ce jour, rendez-vous est pris avec des étudiants à l'amphithéâtre Alassane Ouattara, premier bâtiment érigé à son ouverture. Toute la symbolique. Vous êtes des modèles, je vous dis toujours, nous sommes les meilleurs. À l'Université de Mans, toute association ou syndicat susceptible de porter atteinte à l'ordre public est interdite, conformément à l'article 56 de son règlement intérieur. Pour maintenir le climat de paix qui nous distingue des autres, c'est que nous avons un système que nous avons appelé la médiation, qui renferme tous les acteurs. Les PAT, un représentant des PAT, un représentant des enseignants-chercheurs et un représentant des délégués, qui est le délégué général, qui nous rapporte tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté, de sorte que nous avons un traitement en déant les 24 heures. Si ça nous dépasse, alors nous saisissons la tutelle pour en faire un traitement efficient. Donc tout ce qui permet aux enfants de se regrouper, de pouvoir bien profiler leur carrière, nous autorisons. Vous allez avoir une association religieuse, nous autorisons. Il n'y a pas d'association syndicale ici.
Avec au total 1557 diplômés formés de 2018 à ce jour, l'Université de Mans mise sur l'excellence. Dans un premier temps, c'est d'apporter un corps enseignant de qualité. Ce que nous nous évertuons à faire. Dans un deuxième temps, c'est de créer un environnement où les enfants peuvent s'épanouir. C'est-à-dire un environnement propre, salubre, un environnement où il n'y a pas de violence. Troisièmement, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir se recréer quand c'est possible. Créée en 2015, l'Université Polytechnique de Mans enregistre un taux d'inscription de plus de 70%, avec ses 94 étudiants des classes préparatoires admis dans des écoles d'ingénieurs nationales et internationales. L'UPM compte promouvoir son concept d'université sans désordre. Retour à Abidjan pour le nouvel an. La radio-télévision ivoirienne a lancé le casting de sa traditionnelle émission humoristique à succès Bonjour. Et pour Bonjour 2025, une quarantaine d'humoristes en herbe s'est présentée devant un jury composé de comédiens professionnels. Laurence Kakra, Pagasoro Kone de Matangui. Cocody, maison de la télé. Sous cette bâche, des humoristes en herbe venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Leur présence participait au casting de l'émission humoristique à succès de la RTI Bonjour 2025. Ils ont dit que ça arrivait. Donc, puisqu'on est fait pour ça, on est là. On est là pour ça. Au quartier, là, tout le monde dit, toi-même, tu fais trop rire, tu fais trop rire. Donc, rire là, et après, pour venir aujourd'hui, on va manger ça ensemble. Par ordre, ces candidats, à travers des histoires comiques et des blagues, font montre de leur talent et de leur savoir-faire en matière d'humour devant un jury. Le jury, lui, était composé de comédiens professionnels, Adrien Koutouan, Zongo et Koro Abou. Je félicite la RTI pour cette initiative qui permet à ces jeunes de se découvrir eux-mêmes et voir la confiance qu'ils ont en eux. Les passages que nous venons de voir aujourd'hui, c'est pas mal. Ça devient pyramidal parce que au fur et à mesure, les jeunes commencent à évoluer. Bonjour est une émission de gaieté et de détente de la radio-télévision ivoirienne. Elle se tient chaque année, depuis 2006. L'humour, c'est ce que ces personnes-là ont de chair. Et la RTI, c'est la lucarne appropriée. Depuis 2006, la RTI qui a démarré avec Bonjour, pour leur donner l'opportunité chaque année. Et en 2011-2012, on a instauré le grand casting pour permettre à tout le monde, d'où qu'il se trouve, de venir et de s'exprimer. Débuté ce mercredi, ce sont plus de 40 humoristes qui ont pris part à ce premier casting de Bonjour 2025. Et puis terminons ce temps d'information au centre du Nigeria, touché depuis plus d'un mois par de terribles inondations. L'État de Kogi redoute désormais d'être confronté à une crise humanitaire majeure et lance un nouvel appel à l'aide. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.